Donc, ce webinaire est enregistré. C'est un webinaire qui servira notamment à pouvoir être mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'ISS et rester disponible pour les collègues qui n'auraient pas pu se connecter. Donc, vous avez ici à pouvoir valider l'utilisation de cet enregistrement vidéo. Il suffit de cliquer sur la petite boîte que vous avez vue apparaître normalement dans, voilà, dans votre écran. Alors, on va parler des termes de référence et en particulier du modèle 202 SIEA, qui est encore le modèle en cours actuellement. L'ISS, avant toute chose, je voudrais vous présenter quelques ressources aussi que vous pouvez trouver sur lesquelles on travaille. Bien sûr, on verra qu'il y a un service helpdesk que vous pouvez contacter. Donc, vous voyez l'email apparaître ici sur votre écran. C'est un service personnalisé. On vous aide pour la conception de vos évaluations. On vous aide pour arriver à juger aussi de la qualité des processus d'évaluation. Mais aussi, on fait un travail de capitalisation, un travail qui permet sur base de vos pratiques dans les délégations, dans les unités du siège, de pouvoir tirer un peu les leçons d'expérience, notamment sur un certain nombre de sujets émergents. Donc là, vous avez le lien vers nos pages sur Capacity for Dev, où on a compilé tout un tas de ressources sur les adaptations dans les méthodologies d'évaluation et la mise en place des évaluations en contexte de crise. Alors évidemment, le Covid a généré un grand mouvement pour adapter les méthodes de travail, mais on avait déjà commencé avant avec l'ISS en se rendant compte que beaucoup de collègues étaient dans des situations où ils devaient évaluer des programmes qui étaient dans des terrains difficiles d'accès pour différentes raisons, sécuritaires, de transport, ou aussi de charges de travail. Et donc, on devait trouver une façon de pouvoir mener ces évaluations de façon un peu différente. Et donc, il y a aussi toute une capitalisation qui a été faite sur ce sujet-là. D'autres capitalisations d'expérience qu'on a faites grâce à notre collègue Roux, une étude sur les pratiques de dissémination des évaluations, donc de diffusion des résultats des évaluations, des conclusions, pour inciter à la prise en compte de ces conclusions et amener le changement qu'on attend avec les processus évaluatifs. Donc, vous avez aussi une page web. Vous avez aussi une page web que vous trouvez ici sur le lien, et où vous avez un rapport dynamique interactif sur la diffusion des évaluations, mais aussi des fiches pratiques sur la diffusion via des infographies, des blogs, des vidéos, des podcasts, avec des choses très, très concrètes. Donc, ça fait aussi partie des outils qu'on a mis à votre disposition. Vous retrouverez également sur Capacity for Dev dans les lignes directrices évaluation un certain nombre de documents ressources auxquels l'ISS a contribué. Et il y a notamment des guidances méthodologiques comme l'évaluation qui utilise l'égalité de genre comme dimension transversale. Et donc, il y a toute une guidance qui a été faite avec des liens, des conseils et des illustrations que vous retrouverez en ligne aussi. Et puis, bon, beaucoup d'autres choses, notamment un certain nombre de webinaires. Donc, le webinaire que vous écoutez et auquel vous participez cette semaine, c'est un webinaire qui fait partie d'une série assez étoffée. Les termes de référence sont un des sujets, mais on en a d'autres. On a un webinaire sur la formulation des questions d'évaluation, sur évaluer la qualité des livrables, sur l'intégration du genre, sur l'évaluation d'appui budgétaire, sur l'évaluation des outils de financement mixte, etc. etc. Donc, vous avez tout un ensemble de webinaires que vous pouvez retrouver sur notre playlist YouTube, donc que
vous avez ici. Vous avez un lien, et je pense qu'un des collègues est en train de vous le mettre dans le chat. Et vous pouvez accéder à ces webinaires pour aller chercher l'information qui vous est nécessaire. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va se structurer autour de 5 chapitres. Un premier sur la raison d'être de ce nouveau modèle, enfin ce nouveau maintenant, mais ce modèle de termes de référence, un aperçu de sa structure, quelques éléments clés sur lesquels on va faire un zoom, et puis on va discuter de l'appui que vous pouvez obtenir au-delà de ce webinaire, après ça, quand il va falloir passer à l'action et formuler vos termes de référence. Et on passera à une séance de questions-réponses où vous pourrez intervenir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, pendant la présentation, envoyer vos questions sur le chat. On a des collègues de l'ISS qui peuvent vous répondre. Et puis sinon, vous les notez aussi et on y reviendra dans un dialogue en direct à la fin de cette présentation. Alors, le modèle de termes de référence sur lequel on travaille maintenant pour les évaluations qui sont mises en place par INPA, FPI et l'ANIR, c'est un modèle de termes de référence qui en fait a un canevas qui a pas mal évolué. En 2018, il y a une première version et puis on a amené du changement. Certains changements étaient mineurs, d'autres plus importants. On a adapté le modèle au fonctionnement d'Opsys, qui est l'interface, la plateforme qui est obligatoire maintenant. On verra ça dans un moment. On a inséré un certain nombre d'hyperliens pour s'adapter au nouveau site d'IMPA. Et puis le modèle 2.0 dont on va parler là, et ça a eu en 2021, en fait, un travail assez substantiel qui a été fait suite à un grand processus de consultation qu'on a mené. Et puis, on a tiré pas mal de leçons de l'utilisation de ce canevas. Et donc, on a amené des choses qui permettaient d'alléger un petit peu la rédaction, mais aussi d'être un peu plus exigeant sur ce qu'on demandait aux contractants à travers les termes de référence, s'adapter évidemment à de la terminologie changeante de DENFCO à INPA, quelques copies, quelques hyperliens à mettre en place. Ça, ce sont les changements les plus récents. Mais on va dire que vraiment, ce qui était important dans l'histoire de l'évolution de ce modèle, c'est de s'aligner sur les critères OCDE-DAC, et notamment un nouveau critère qui était le critère de cohérence, qui a été intégré dans les termes de référence, mais aussi de pouvoir essayer de refléter certaines exigences méthodologiques dont on parlera un peu plus loin avec les matrices d'évaluation. Alors, peut-être rapidement, juste pour sentir un petit peu qui est dans la salle, est-ce que vous pourriez utiliser le chat pour nous dire si vous avez déjà utilisé des versions précédentes de ces canevas SIEA pour les termes de référence des évaluations d'intervention, ou si vous avez déjà utilisé ce canevas 2.02, quel est votre degré de familiarité avec ces modèles de termes de référence? Comme ça, on pourra voir un petit peu où on en est dans le groupe et éventuellement s'adapter à des explications un petit peu plus détaillées si nécessaire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager dans le chat. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces canevas de termes de référence ou pas? Hop, je vois qu'Olivier répond, mais n'hésitez pas les autres à nous dire aussi si vous avez déjà eu à vous plonger dans les termes de référence. Voilà, en cours de rédaction pour une évaluation, donc Antoine est en plein dedans. Et Kislan a utilisé des termes de référence, mais ancienne version. Voilà, et Fanta, il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, Fanta, ça veut dire que vous avez les anciennes versions. Il y a quand même eu, vraiment 2021, c'est une année où on a fait beaucoup de changements, qui a aussi visé à alléger un petit peu la façon de rédiger les termes de référence pour éviter les redites. Alors, on va aller regarder un peu la structure du canevas. Le canevas, il s'articule en deux parties.
Il y a d'abord une introduction, une checklist, une partie A, une partie B. On va voir ce qu'il y a dans tout ça. Globalement, vous avez dans dans le Canva un certain nombre de textes à laisser tels quels, des zones à compléter pour indiquer les éléments qui sont spécifiques à votre évaluation. Et puis, vous avez des tas d'encadrés, de textes surlignés qui sont en fait des guidances. Donc, ce Canva, c'est un double document. C'est un document qui est à la fois un Canva et un document de ligne directrice d'utilisation des termes de référence, mais aussi de la conception des évaluations. Donc, il y a beaucoup de choses dans le Canva. Quand vous le suivez pas à pas, si vous regardez bien tous les encadrés qu'il y a dedans, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous guider. Donc, dans cette structure de modèle, l'introduction sert à expliquer d'où vient ce Canva, à quoi il sert. La liste de contrôle, c'est une checklist, on verra ça, qui permet de vérifier la qualité des termes de référence. La partie A est autour de 7 chapitres, 7 annexes, dont on verra un peu le détail dans un moment, avec un mix de textes standards à garder et de textes de guidance. Et la partie B, ce sont plutôt des conseils pour le remplissage en ligne d'Opsis sur les dimensions qui vont servir à l'établissement du contrat avec le contractant d'évaluation, donc qui sont en lien avec tout ce qui concerne les ressources mobilisées, notamment les ressources humaines et le Canva, les cadres de temporalité, mais aussi d'obligation de livrable. Voilà, donc ça, c'est la structure de base. Cette structure de base, en fait, quand vous rédigez vos termes de référence, vous suivez pas à pas les indications qu'il y a dans ces encadrés. Et puis, une fois qu'ils sont prêts, eh bien, hop, on nettoie tout ce qui ne doit pas rester. Vous enlevez l'introduction, la liste de contrôle, vous enlevez tous les encadrés avec les textes en jaune qui sont des textes de guidance, et vous enlevez la partie B qui en fait ne servait qu'à être transférée sur Opsis, et vous avez cette partie A qui consiste vraiment dans le cœur de vos termes de référence. Pour finaliser vos termes de référence dans Opsis, cette partie A, elle va être téléchargée, mise en ligne sur Opsis, et la partie B, par contre, vous allez directement remplir dans Opsis les éléments sur lesquels vous avez travaillé. On va regarder maintenant les éléments clés pour lesquels il est bon de faire un petit zoom. On va d'abord commencer par regarder cette question de l'introduction et de la liste de contrôle. Alors, l'introduction, c'est une introduction qui permet d'expliquer les différents types d'évaluation, les objectifs des évaluations, la structure du document, les contacts pour un soutien méthodologique si vous avez besoin avec l'ISS ou avec pour NIR et FPI, il y a d'autres équipes qui sont en appui, et aussi la chronologie des versions. La liste de contrôle, elle, ça c'est un élément nouveau qui est un peu un petit outil d'auto-évaluation avant d'envoyer vos termes de référence, par exemple, aux collègues de l'ISS pour faire une révision et vous donner un petit feedback sur la qualité. Vous pouvez faire un test de qualité vous-même. C'est une checklist où vous répondez par oui ou par non, et ça vous permet de vérifier si vos termes de référence sont prêts. On vous dit, voilà, vérifiez, est-ce que vous avez bien annexé ceci, est-ce que vous avez bien rempli cela, est-ce que vous savez bien les encadrer, est-ce que vous avez bien pensé à vérifier la cohérence entre votre liste de livrables et la description de vos phases de travail. Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions comme ça, mais qui sont des questions qui vous permettent de vous auto-évaluer sur la qualité des termes de référence. Donc, c'est une bonne pratique de passer sur cette checklist pour essayer de faire un petit point avant même de nous contacter. Alors, les différentes parties clés, on va faire
un zoom dessus maintenant. On va regarder cette partie-là avec les 7 chapitres. 7 chapitres dans cette partie-là, il y a une partie contexte, une partie description d'évaluation, logistique et calendrier, services requis, rapport, suivi, évaluation, information pratique. Alors souvent, ça fait un peu peur, on voit 7 chapitres, oh là là, puis il y a plein d'annexes. Mais sachez que dans ces 7 chapitres, il y a une très grosse partie qui, en fait, est constituée de textes standards que vous devez à peine modifier. Vous devez changer un chiffre par-ci ou par-là, c'est tout. Par contre, il y a vraiment 2 chapitres sur lesquels il va falloir faire un gros effort. C'est le premier et le deuxième, qui sont ces chapitres qui vont vraiment donner la couleur spécifique à vos termes de référence. L'essentiel de vos efforts de rédaction de termes de référence doivent être apportés là. Décrire le contexte de l'intervention évaluée et puis ensuite décrire l'évaluation. OK ? Donc, le reste, chapitres 3 à 7, c'est essentiellement du texte standard. Ce sont des renvois à la partie B et parfois, vous avez éventuellement à changer un petit élément. Alors, ça peut être, par exemple, de changer sur le chapitre 6, suivi évaluation, ou sur le chapitre 5, rapport, dire, eh ben voilà, les commentaires seront fournis en déant un délai de 10 jours calendrier ou 14 jours calendrier. Voilà, c'est ce genre de changement-là, ça c'est très léger. Par contre, chapitre 1 et 2, il faut faire un effort de rédaction pour avoir quelque chose qui va vraiment correspondre à vos attentes pour cette évaluation. Alors, le premier chapitre sur le contexte, il y a quelques changements qui ont été amenés. C'est un chapitre qui a vocation à décrire le contexte du pays, de la région, du secteur où se passe l'intervention évaluée, et aussi à décrire l'intervention elle-même, et puis à décrire les parties prenantes de l'intervention et des éléments qu'on connaît déjà sur des suivis évaluations antérieurs. Donc, vous voyez bien que dans ce chapitre 1 contexte, on ne parle pas de l'évaluation elle-même. On décrit juste ce qui est évalué, l'objet de l'évaluation, c'est-à-dire l'intervention et son contexte. Alors, dans les changements qui sont notables, dans les sous-chapitres 1.1, où vous devez décrire le contexte du pays, de la région, du secteur au moment de la conception. Il faut bien faire attention, on n'inclut pas ici la description de l'intervention évaluée. Okay, ça reste pour le chapitre 1-2, où on décrit l'intervention évaluée, et on décrit sa théorie du changement ou sa logique d'intervention. Ça, c'était déjà là avant. On a juste mis un petit accent sur le fait qu'il faut bien mettre l'évolution pour ces 2 chapitres, l'évolution du contexte et l'évolution de l'intervention entre le moment où on a identifié, formulé le programme ou le projet ou l'ensemble de programmes et le moment de l'évaluation. Là où on a vraiment des nouveaux éléments plus importants, plus notables, c'est le chapitre 1.3 avec les parties prenantes de l'intervention. Là, on a mis un format de tableau plus pratique qui vous guide un petit peu parce que tout le monde était souvent un peu perdu avec ces acteurs, cette description d'acteurs. Et l'idée n'est pas d'avoir une simple liste, mais d'essayer de présenter de façon très synthétique les profils de ces parties prenantes et leur interaction avec l'intervention qu'on va évaluer. Et donc, ça sert aussi à pouvoir montrer qui est partenaire de mise en œuvre, qui est impliqué dans le pilotage, qui est bénéficiaire direct, qui est bénéficiaire indirect, et peut-être ajouter aussi quelques éléments quantitatifs, si on a quelques éléments de nombre de bénéficiaires, par exemple. Vous pouvez aussi, dans cette partie-là, indiquer des indicateurs qui sont des parties prenantes qui sont un petit peu plus éloignées de l'intervention, mais en interaction, par exemple, des programmes avec lesquels il y a de la coordination, de la synergie, programmes d'autres bailleurs de fonds ou d'autres programmes de la commission. Alors, chapitre 1.4, ça c'est un autre chapitre, on a rajouté des choses. On a bien plus ciblé ce chapitre-là. Maintenant, on vous demande de faire un petit résumé court des résultats ou des conclusions du suivi et évaluation qui a pris
place pour cette intervention dans le passé. Donc, s'il y en a eu, évidemment, s'il n'y a pas eu d'évaluation mi-parcours, ou s'il n'y a pas eu d'évaluation précédente, il n'y a pas eu d'évaluation précédente. Mais s'il y a eu un ROM, s'il y a eu une évaluation, ou même si vous avez un bilan qui a été fait au niveau de la délégation suite à des missions de suivi sur le terrain, vous rajoutez quelques lignes. Attention, on fait là une synthèse factuelle, ce n'est pas un jugement de valeur qu'on vous demande de mettre encore. Hein. Pour votre opinion personnelle, les évaluateurs vous interviewent, ça c'est sûr. Mais dans cette partie 1.4, vous faites juste le résumé de ce qui a été écrit quelque part. Okay, ce n'est pas votre opinion à vous, c'est ce qui ressort en tout cas des mécanismes de suivi et évaluation antérieurs. OK ? Voilà, donc ça c'est pour cette partie 1. Sur la partie 2, on a donc une partie ici qui est un chapitre qui est vraiment centré sur l'évaluation. Donc là, on ne décrit plus l'intervention évaluée, ça c'était le chapitre 1. Maintenant, on se centre sur l'évaluation. Et plusieurs changements et simplifications ont été faits ici. On a fait un chapitre de 1 avec les objectifs de l'évaluation et les critères d'évaluation. C'est un seul chapitre, avant il y en avait plusieurs, et c'était un petit peu difficile pour vous de savoir qu'est-ce que vous mettiez où. On a tout fusionné en un seul chapitre, on a simplifié le texte, on a proposé un texte optionnel pour justifier la non-utilisation de certains critères d'évaluation. Normalement, quand on rédige ce chapitre-là, on va dire pourquoi on évalue, on va dire ce qu'on va faire avec cette évaluation, à qui elle va servir, quels vont être les utilisateurs, et puis on va dire elle va se centrer sur un certain nombre de critères du DAC, pertinence, efficience, efficacité, cohérence, impact, durabilité. Et donc, ces critères d'évaluation, vous n'êtes pas obligé de tous les garder. Ça, c'est une spécificité des évaluations au niveau intervention, en tout cas plus que par exemple les évaluations stratégiques qui en général essayent de couvrir de façon équilibrée tous les critères d'évaluation. Mais vous, au niveau intervention, vous pouvez choisir. On peut très bien centrer une évaluation sur l'efficacité ou sur l'efficience et la cohérence, par exemple, ou avoir tous les critères. En tout cas, si vous n'en gardez pas, on justifie, et là, on vous a fait un petit texte optionnel pour vous faciliter le travail. Question d'évaluation, ça c'est le chapitre 2.2, ça c'est vraiment un élément clé des termes de référence. Il y a peut-être l'endroit le plus crucial qui va déterminer beaucoup la qualité des réponses à votre appel d'offres de la part des soumissionnaires, c'est cette partie question d'évaluation. C'est là où vous allez exprimer vos besoins. Okay, et vous allez exprimer ça sous forme de questions auxquelles les évaluateurs devront répondre. Et donc, on a simplifié ça un petit peu parce que il y avait des notions un peu floues pour les usagers avant, entre questions à étudier et questions d'évaluation. Maintenant, tout s'appelle questions d'évaluation, mais questions d'évaluation indicatives, c'est-à-dire que vous proposez des questions d'évaluation dans les termes de référence et en phase de démarrage, elles seront discutées avec votre équipe d'évaluation et elles seront finalisées. Okay, donc, pour les questions d'évaluation, vous avez un webinaire, le webinaire numéro 9, qui est centré sur les questions d'évaluation, qui peut être très utile si vous voulez aller jeter un œil, si vous êtes en rédaction de termes de référence. Là, c'est vraiment c'est le webinaire qui sera, je pense, très utile pour vous. Comment on formule une question d'évaluation, les différents types de questions d'évaluation, les choses à faire et à ne pas faire quand on formule des questions d'évaluation, le nombre de questions d'évaluation, etc. etc. Donc, pour info, voilà, question d'évaluation. On essaie de rester dans un maximum de 10. On essaie de formuler les questions de façon très ouverte pour amener une réponse analytique, pas juste une réponse par oui ou par non. Et on essaie de formuler des questions qui sont vraiment d'intérêt pour nous. Donc, il faut qu'elles soient spécifiques. Pas des grandes questions vagues, mais des choses auxquelles on a vraiment besoin de réponses avec cette évaluation. Chapitre 2.3, ça c'est une autre partie sur laquelle on a amené un certain nombre d'améliorations. La structuration d'évaluation et des résultats. On a fait une description claire et standardisée des phases et des activités de l'évaluation
pour vous faciliter un peu le travail, donc pour que cette rédaction des différentes phases de l'évaluation, donc on rappelle, dans les phases, il y a le démarrage, la phase qu'on appelle maintenant intermédiaire, on va en parler, qui comprend des activités terrain et des activités documentaires, et une phase de synthèse où on rédige, et une phase de dissémination où on diffuse les résultats. Donc ces phases-là, elles sont décrites dans le chapitre 2.3, et on a proposé un texte assez développé pour à la fois sécuriser la façon dont les contractants devront travailler, et à la fois alléger un peu votre travail de rédaction aussi. Okay. Il y a aussi plus de flexibilité dans la structuration de l'évaluation. Ça, c'est quelque chose de neuf qu'on a apporté, et c'est, je pense, très appréciable. Pour certains d'entre vous, quand on est dans une évaluation qui doit se passer sur un temps court, on n'a pas le temps de faire une phase d'analyse documentaire avec un rapport documentaire, et puis une phase terrain avec un rapport terrain. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc, parfois, il faut fusionner un peu les phases. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a proposées dans cette nouvelle mouture. On va voir ça à l'instant, voir comment ça se matérialise. Donc, les phases documentaire et terrain maintenant sont fusionnées dans une phase qu'on appelle intermédiaire. Donc, cette phase intermédiaire, elle consiste en des activités documentaires et des activités de terrain. D'accord ? Il y a 3 chapitres qui sont là proposés. Un chapitre qui décrit les activités documentaires, un chapitre qui décrit les activités terrain, et un chapitre qui décrit les activités documentaires et de terrain. Okay, et donc ça fait partie des éléments sur lesquels vous pouvez vous baser. Vous pouvez décider, est-ce que vous voulez avoir ces 2 phases, enfin ces 2 étapes, ces 2 types d'activités bien séparées, ou est-ce que vous voulez les fusionner, ce qui vous permet en gros d'alléger les livrables et d'accélérer le processus d'évaluation. Auquel cas, eh ben, on adapte et on supprime un des sous-chapitres qui n'est plus pertinent, et donc on garde le chapitre qui correspond à ce que vous voulez faire. Donc là, on est beaucoup plus flexible. Il faut faire attention qu'il y a une annexe là qui est en rapport avec ce chapitre-là, qui est l'annexe 5, qui donne la structure des rapports. Et donc, dans cette description d'évaluation, on va dire quels sont les rapports, les livrables qu'on attend. Et donc, on va, dans l'annexe 5, avoir un descriptif de la table des matières attendues, en gros, du contenu des différents livrables. Donc, si vous attendez un rapport documentaire, il faut que ça soit décrit dans l'annexe 5. Mais si vous n'en attendez pas, eh bien, vous l'enlevez de l'annexe 5, par exemple. Hein. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui ont changé ici. Autre élément modifié, donc c'est quand on n'a pas d'activité sur le terrain. Ça peut arriver, hein. Et donc là, on n'a que des activités documentaires. OK ? Donc, on va supprimer le chapitre qui correspond aux activités terrain et le chapitre qui fusionne documentaire et terrain, et on garde que les activités documentaires. Encore une fois, on aligne l'annexe qui décrit les livrables attendus. OK ? Donc, il faut savoir que vous avez vraiment la flexibilité pour une évaluation de demander que cette évaluation aille sur le terrain ou pas. Hein. Que les évaluateurs aient une phase de consultation, d'observation terrain, mais pas forcément. On peut avoir des évaluations qui se font complètement, de façon complètement distancielle. Hein. Et donc, il n'y a pas d'obligation d'un schéma ou d'un autre schéma. Il faut vraiment faire en fonction du besoin qu'on a par rapport à l'évaluation. Et pour ça, d'ailleurs, vous pouvez faire appel à nous pour qu'on vous aide à réfléchir à quel type de schéma choisir par rapport au contexte d'évaluation et aux attendus que vous avez. Hein. Si, par exemple, il faut aller très vite, eh bien, on va en général fusionner activités documentaires et terrain. On va envoyer assez rapidement les évaluateurs sur le terrain et leur dire de faire une phase documentaire allégée en même temps, enfin des activités documentaires allégées en même temps qu'ils sont sur le terrain pour accélérer un peu le processus.
Alors, il y a des options possibles pour mieux adapter les termes de référence qui sont encore autres que celles que je viens de décrire. Notamment, par exemple, on peut faire des alternances. On a eu certains collègues qui avaient besoin d'imaginer une évaluation où ce serait la même équipe d'évaluation qui reviendrait à des moments différents du processus de mise en œuvre. Et donc, ils avaient des activités documentaires et puis terrain, et puis à distance, et puis terrain à nouveau. On peut très bien imaginer ça. Pour ces schémas un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour ça et pour vous aider à trouver le meilleur mécanisme. Dans les phases qu'on ne peut pas du tout omettre, il y a la phase de démarrage, la phase intermédiaire et la phase de synthèse. La dissémination, elle, peut être omise, même si ce n'est pas recommandé. On va dire que ça devrait vraiment être dans des cas exceptionnels qu'on ne fait pas place à cette phase de dissémination. Attention, la dissémination, ce n'est pas la diffusion au grand public et vers le monde entier des résultats de votre évaluation. Une phase de dissémination, ça peut aussi être une diffusion très ciblée à un nombre limité d'acteurs pour, en gros, aider à traduire tout le rapport d'évaluation qui, en général, est assez long, complexe et très étoffé, avec le traduire en format de plan d'action, d'aide à la prise de décision pour les acteurs qui vont être les utilisateurs en fait, du résultat final de l'évaluation. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur la dissémination, des exemples, des activités, encore une fois, vous avez le lien ici pour aller voir sur Capacity for Dev les ressources qui sont des ressources très utiles et très concrètes, qui vous aident même avec des questions de cadre temporel, de budget, etc. etc. Alors, dans les éléments clés, qu'est-ce qu'on a encore dans ce chapitre 2 ? Eh ben, on a un aperçu des réalisations et des réunions et de leur calendrier. Alors, les réalisations en termes de livrables. Et donc, on a un seul tableau qui va éliminer les répétitions, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça dans le narratif, dans un tableau de synthèse, dans ce chapitre 2, et puis aussi les avoir dans la partie B, eh bien, on va seulement avoir ce tableau-là qui va permettre de synthétiser la structure de votre évaluation, quelles vont être les réunions attendues et les livrables attendus, à quel moment, pour quelle phase de travail, et tous les différents chapitres de vos termes de référence, A et B, se référeront à ce tableau. Donc, ça permet vraiment d'avoir un seul endroit où vous rédigez en détail, et puis tout le reste, on dit voir tableau en 2, 3, 5, et puis c'est terminé. Ensuite, organisation spécifique et méthodologie. Alors ça, c'est un texte complémentaire proposé en cas de difficulté d'accès au terrain qui a été ajouté là parce que c'était vraiment, on va dire, quelque chose qui a été notre réalité pendant 2 ans et donc il fallait qu'on l'intègre dans ces termes de référence. Mais sachez que dans ce chapitre de 4, vous pouvez mettre aussi plus de choses. Si vous avez des attendus spécifiques en termes de méthodologie ou d'organisation de l'évaluation, on peut le mettre là. Encore une fois, on peut vous aider à le faire. Mais en tout cas, dans les éléments nouveaux, il y a ce texte qui est un texte proposé. Donc, vous pouvez juste le garder ou l'enlever selon ce que vous souhaitez. On a rajouté aussi dans ce chapitre 2.4 une section sur l'éthique de l'évaluation, un rappel des obligations éthiques des évaluateurs qui fait partie quand même des éléments sur lesquels la communauté de l'évaluation se prononce de plus en plus pour une attention de façon transversale à tous nos exercices d'évaluation. Donc, ça a été intégré dans les termes de référence. Encore une fois, là, rien à faire pour vous, c'est déjà rédigé. Chapitre 2.5 sur le pilotage de la gestion, pas de changement. Je voudrais juste souligner ici que dans ce chapitre-là, c'est le chapitre où vous devez
définir la composition du groupe de référence, c'est-à-dire l'équivalent du comité de pilotage de l'évaluation. Et donc, il faut bien faire attention qu'il est nécessaire là de pouvoir les identifier. C'est-à-dire que, en théorie, quand vous êtes en phase de rédaction des termes de référence, vous avez déjà peut-être un certain nombre de collègues ou homologues au niveau d'institutions ou de pays partenaires qui sont à consulter sur les termes de référence, qui seront les membres du comité, l'équivalent de ce comité de pilotage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le groupe de référence de l'évaluation. Vous avez aussi ce chapitre 2.6 qui précise la langue du contrat spécifique. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous n'avez rien à faire là, hein, c'est comme ça. Mais par contre, sur la langue de contrat, c'est l'anglais qui est la langue obligatoire. Donc, rien n'a changé dans cette partie-là. Par contre, vous pouvez spécifier la langue des livrables. Donc là, c'est là que vous avez peut-être un petit ajout à faire, mais c'est très léger, hein. Si vous voulez, des livrables en langue locale, par exemple, hein, en langue nationale, c'est tout à fait possible, ou multilingue, ou voilà. Donc là, il suffit de le préciser à cet endroit-là. Le contrat sera toujours en anglais, mais les livrables et la langue de dialogue pour la gestion du processus d'évaluation n'est pas obligatoirement l'anglais non plus, hein, c'est juste le contrat. Ça va? Donc, voilà pour le chapitre 2. Les chapitres 3 à 7, comme je vous l'ai dit, pas de changement majeur. Il y a des orientations plus claires tout au long des chapitres. Donc, les encadrés qui vous disent attention, faire attention à ci ou à ça sont peut-être un peu plus clairs parce que aussi nourris de votre expérience dans les délégations et dans les unités du siège. Donc, on a pu utiliser les questions qui se présentaient à vous le plus souvent pour essayer de vous donner des orientations plus spécifiques encore. Et puis, vous avez aussi des références croisées par rapport à la partie B pour réduire l'effort de rédaction. Okay, donc ça, c'est aussi un élément, parce que c'est sûr, quand on voit ces templates de termes de référence, ça fait un peu peur, c'est des dizaines de pages. Vous avez des termes de référence qui font 50 pages, annexes comprises, mais ce n'est pas 50 pages de rédaction. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce sont des textes standards qui vont en fait vous permettre, en tout cas, d'exiger la qualité une fois que l'évaluation va démarrer. Alors, dans les annexes, il ne faut pas les négliger, ces annexes. Dans les annexes, on a le cadre logique qui avait toujours été demandé et qui reste un élément nécessaire. Par contre, on a précisé des choses pour ce cadre logique, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas juste le cadre logique ou le cadre de résultat de l'intervention évaluée au moment de l'évaluation. On vous demande l'historique de ces cadres logiques. Donc, c'est-à-dire que s'il y a eu un cadre logique au moment, mettons, du document d'action et puis que ça a évolué en cours de mise en œuvre, on vous demande de mettre les différentes versions parce que ça, c'est très, très utile pour les évaluateurs pour sentir dans quelle mesure eh bien, ils vont devoir aussi regarder comment l'intervention s'est adaptée et a évolué au fil du temps et s'est adaptée à son contexte de mise en œuvre. OK ? Alors, les critères d'évaluation, c'est standard, vous n'avez rien à faire, ils sont là, c'est une annexe qui ne bouge pas, ce sont des définitions. Les informations qui seront fournies à l'équipe, attention là, pareil, l'annexe n'a pas changé, c'est la même, mais je vais remettre un petit renfoncer le clou sur cette annexe 3. C'est la liste des documents et informations que vous allez fournir à l'équipe. On a mis une liste standard, hein, par exemple, rapport d'avancement, document d'action, document de politique sectorielle, mais vous devez les changer en fait, vous devez les mettre à la sauce de ce qui est vraiment disponible pour votre évaluation. Hein. Donc, ce n'est pas à laisser comme ça, c'est à adapter en fonction des documents que vous avez collectés et que vous fournirez en phase de démarrage au kick-off, à la réunion de lancement aux évaluateurs. Alors, l'annexe 4 est une nouvelle annexe et c'est une annexe très importante parce qu'elle va orienter beaucoup de la façon de travailler pour la suite, pour les évaluateurs. C'est une annexe qui montre la structure de la matrice d'évaluation qui est requise
de la part des évaluateurs pour montrer la conception méthodologique de leur évaluation et aussi pour montrer quels sont les éléments de preuve qu'ils ont pour les réponses aux questions d'évaluation. Ça, c'est nouveau. On a fait ça parce qu'on a vu aussi que dans beaucoup d'évaluations, les méthodologies étaient très vagues. Elles n'étaient pas tellement en lien avec les questions d'évaluation, tout ce qu'on trouvait dans les rapports de démarrage. Et puis, on voyait aussi qu'au niveau du rapport final d'évaluation, il n'y avait pas tellement de références faites aux éléments probants trouvés pour argumenter les réponses aux questions. Et donc, cette matrice d'évaluation qui a deux parties que je vais vous montrer dans une minute. C'est vraiment une matrice qui sert en fait à orienter pour forcer un peu plus de qualité de qualité méthodologique de la part des évaluateurs. Annexe 5, ce sont les structures de rapport. Alors là aussi, on a fait un travail pour que les rapports soient un peu plus, les livrables soient un peu plus décrits parce qu'il n'y avait qu'une description détaillée du rapport final d'évaluation. Mais finalement, avec le temps, on se rend compte que notamment le rapport de démarrage est un rapport crucial par rapport à la qualité de tout ce qui va suivre. Donc, on a mis un peu plus de guidance sur la structure des rapports de démarrage, mais on a fait aussi des suggestions pour les rapports intermédiaires, qu'ils soient documentaires ou de terrain. Donc, ça va vous aider, ça, vous devrez regarder cette annexe et ajuster en fonction de ce que vous demandez ou pas aux évaluateurs. Okay, mais en tout cas, vous avez toute une base. Il vous suffit juste d'enlever ce que vous ne voulez pas garder. Mais vous avez déjà toute une base que vous pouvez utiliser telle qu'elle. Ça va? Alors, attention que pour INPA et FPI, on a cette matrice d'évaluation spécifique qui n'est pas forcément demandée comme ça par l'ANIR. Néanmoins, c'est une bonne pratique de pouvoir de la requérir. Donc, c'est deux parties que je vous montre. Première partie, c'est la matrice d'évaluation. Donc ça, c'est pas à vous de la remplir, hein. C'est aux évaluateurs qui sont informés dans ces termes de référence que ce sont des matrices qu'ils vont devoir utiliser au cours du processus d'évaluation. La partie A, c'est une matrice qu'ils devront utiliser dans le rapport de démarrage pour présenter la conception méthodologique de leur évaluation. Et dans le rapport final pour montrer quelle a été la méthodologie finalement mise en œuvre. La partie B, c'est ce qu'on appelle le registre des preuves. Et là, en fait, c'est uniquement pour le rapport final et c'est une annexe qui servira à documenter les preuves recueillies pour répondre aux questions et leur qualité. OK, donc qualité des preuves, ça veut dire aussi robustesse, ça veut dire que ça permet à l'utilisateur, vous notamment, de savoir dans quelle mesure on a des preuves robustes pour répondre à une question ou pas. Et donc, vous savez comment vous pouvez utiliser les conclusions de l'évaluation. Voilà, donc la structure voilà, des rapports, je vous l'ai dit, vous avez la structure obligatoire, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi adapter cette partie-là de description des rapports pour pouvoir rajouter éventuellement, par exemple, l'un ou l'autre livrable que vous voulez, que vous attendez de la part de l'évaluation. Ça peut être aussi, par exemple, un livrable, ça peut être une vidéo, hein, ça peut être un atelier participatif, ça peut être une carte interactive à mettre en ligne sur le web. Enfin, voilà, donc un livrable, c'est pas forcément toujours un rapport. Hein, donc il faut. Là, on vous a mis dans cette annexe-là les rapports avec des contenus indicatifs, mais vous pouvez être plus créatif que ça si vous avez des besoins plus spécifiques. D'accord? Alors, la partie B maintenant, on arrive à la fin de ces éléments clés de nos termes de référence. La partie B, ce sont des conseils pour le remplissage en ligne sur OPSIS, comme je vous l'avais expliqué. Donc, ces dernières pages du modèle de termes de référence, ça sert de guide. Okay, avant le téléchargement de la partie A sur OPSIS, vous devez supprimer cette partie B.
qui vous a servi en gros de guide et de brouillon, quoi. Alors, si jamais vous avez besoin d'éléments d'aide supplémentaires pour la partie B, n'hésitez pas à nous contacter, hein, soit l'ISS, soit les services helpdesk équivalents pour FPI et pour NIR, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué souvent pour vous de savoir combien de jours minimum il faudrait pour des experts de catégorie 1 ou de catégorie 2, combien de jours il faudrait, combien d'experts au minimum il faut que je demande, quel est le profil de l'équipe dont j'ai besoin, etc. Alors, il faut savoir que sur cette partie B, on a souvent des questions qui sont des questions pas faciles, donc n'hésitez pas. La partie B, elle a 4 grandes sections. Des informations générales qui vont être qui sont relatives au contrat. Le lieu et la durée de l'évaluation. Attention, la durée, ça n'est pas le temps de travail des experts. C'est la période de temps sur lequel le processus d'évaluation va prendre place. Donc, c'est-à-dire depuis la signature du contrat avec le prestataire jusqu'à la validation, la clôture de ce contrat qui va avec la validation finale des derniers livrables. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux toujours prévoir un peu large sur cette durée, parce que si vous êtes trop serré sur la durée du contrat, bien vous allez peut-être devoir faire un avenant et ça va vous faire des charges administratives en plus. Il vaut mieux prévoir une durée de contrat de 6 mois, mais imposer des deadlines sur 3 mois pour arriver à produire le rapport final et ne pas risquer de devoir faire un avenant. Donc la durée, c'est bien la durée du contrat. Ça va les services requis, alors ça, c'est une section qui s'occupe de la description des services en termes de profil d'équipe, mais aussi de composition de l'équipe. Alors, c'est une approche prix global, hein, donc vous ne pouvez pas décrire profil par profil, on décrit le profil de l'équipe. Vous pouvez donner des descriptions plus spécifiques pour une seule personne, c'est pour le team leader ou la team leader. Cette personne-là, la recommandation, c'est même pas normalement une recommandation, il est obligatoire pour les évaluations que la personne qui occupe la fonction de team leader soit un évaluateur professionnel, qui ait une expertise en méthodologie d'évaluation. C'est-à-dire que l'expertise thématique passe au second plan, thématique au sectoriel. Donc, mettons que j'organise une évaluation à mi-parcours d'un programme d'appui au secteur de l'éducation primaire. Mon expertise sectorielle éducation n'est pas ce qui va déterminer la place de team leader. Le team leader, ça va être un expert en méthodologie d'évaluation qui pourra avoir des expériences en éducation. D'accord ? Ce n'est pas un expert en éducation qui a des expériences en évaluation. Vous voyez la différence, hein ? Donc, il faut faire bien attention à ça. Les rapports d'évaluation, les livrables et les meetings, qui sont la dernière section de cette partie B, vous n'avez rien à rédiger. On a changé la façon de le structurer. Vous avez juste à mettre voir partie A, chapitre 2, voir partie A, chapitre 2, voir partie A, chapitre 2, et hop, c'est fini. Et comme ça vous simplifie beaucoup cette section-là, et ça aide à éviter d'avoir des problèmes d'incohérence entre partie A et partie B. Oui, je vois la question d'Antoine sur cette partie B. C'est bien un contrat à coût global. Ce n'est pas du coût unitaire. Donc, on ne décrit pas profil par profil l'équipe. On décrit l'équipe dans le sens où on a besoin d'une équipe qui couvre ces compétences-là, et on va décrire toutes les compétences. D'une équipe qui a ces expériences-là, et on décrit toutes les expériences. Donc, on ne spécifie pas ni le nombre de postes, ni le profil des postes. Ça, c'est à la libre
initiative des soumissionnaires. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de mieux comparer les offres, parce qu'ils ne vont pas forcément avoir les mêmes combinaisons de profils. Et puis, vous aurez parfois des bonnes surprises de profils auxquels vous n'auriez pas pensé. On a parfois des moutons à 5 pattes là, qui arrivent avec des casquettes multiples et qui sont très intéressants dans une équipe d'évaluation. Donc, voilà pour cette partie B. Alors, après ce webinaire, ce n'est pas fini. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des questions, il faut savoir qu'on est là pour vous aider tout au long de votre évaluation. D'accord? Donc, ce webinaire, c'est une petite intro, mais à tout moment, pour un examen de vos termes de référence ou de vos livrables d'évaluation, parce que parfois, on reçoit un rapport d'évaluation, c'est un peu dur de sentir s'il est de qualité ou pas. En tout cas, sur le plan méthodologique, parfois, on est un petit peu... on a un peu des arguments d'autorité de la part des équipes d'évaluation pour nous dire qu'on ne comprend rien à la méthodologie, mais que c'est comme ça que ça se passe. Envoyez-nous à l'ISS vos livrables. On pourra vous donner un feedback. On travaille avec les demandes simples dans un délai de 2 jours. Pour les demandes complexes, on est dans un délai de 4 jours ouvrables. Hein. Donc, on est, je pense, assez réactif. N'attendez pas quand vous recevez un livrable, vous nous l'envoyez directement. Comme ça, vous pouvez utiliser nos commentaires pour vos propres commentaires à vous, à transmettre aux contractants. On intervient qu'en relation avec les services de la commission. On est là pour les collègues des délégations et des unités au siège. On n'intervient pas en contact direct avec les contractants. Ça, c'est bien à savoir. Hein. Donc, vous avez ici la boîte fonctionnelle pour nous contacter. Quand vous nous contactez, il y a un membre de l'équipe qui va prendre votre demande et on va essayer de faire en sorte que ce soit toujours cette même personne-là qui vous suive. Comme ça, on sera de plus en plus pertinent par rapport à vos besoins. Vous pouvez aussi, si vous êtes de la NIR ou du FPI, chercher de l'assistance. On vous met les 2 autres boîtes fonctionnelles là, que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir un appui. Voilà, alors, comme information complémentaire, eh bien, sachez que les termes de référence, le Canva dont on a parlé aujourd'hui, il est disponible en français, en espagnol, en portugais et en anglais. Hein, la première version, c'est en anglais, mais les traductions françaises, espagnoles en sont déjà disponibles. Portugais, c'est en train d'être finalisé maintenant. Les webinaires, on les a en anglais et en français. On a aussi tous ces enregistrements qui sont disponibles des webinaires passés sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez y aller et hop, aller directement sur la section qui vous intéresse. Chaque webinaire, c'est une durée de 50 à 60 minutes maximum. Donc, vous pouvez directement aller sur le sujet qui vous intéresse. Sachez aussi qu'il existe des canevas spécifiques pour l'évaluation d'appui budgétaire. Pour les évaluations financées sous the UTF, enfin sur le fonds fiduciaire, sur les fonds fiduciaires de l'Union européenne. Et on a aussi un canevas qu'on a mis en place pour les évaluations qu'on appelle menées par les tiers ou menées par les partenaires. Alors, ce n'est pas un canevas obligatoire, celui-là, contrairement aux autres. C'est plutôt un conseil parce qu'on a vu que beaucoup d'entre vous, surtout en délégation, quand vous avez des partenaires de mise en œuvre qui sont des ONG, qui n'ont pas forcément beaucoup de bagages sur la rédaction de termes de référence, ils ont un peu du mal aussi et puis ils vous sollicitent pour avoir des avis. Vous pouvez leur donner ce canevas-là. Ça peut guider aussi leur travail et donc permettre que l'évaluation soit de meilleure qualité, même si elle est gérée par eux, et qu'elle soit du coup un élément intéressant pour vous en tant que gestionnaire du programme ou du projet à la délégation pour pouvoir suivre ce qui ressort de l'évaluation. Voilà, alors on va passer à un échange questions-réponses maintenant, mais juste pour vous dire avant qu'on démarre cet échange-là et que je coupe le PowerPoint, on parle d'évaluation pendant ce webinaire, donc on va aussi évaluer le webinaire et l'apport que vous estimez que ça a pu avoir pour vous. Donc, vous pouvez scanner ce code QR avec votre téléphone ou votre tablette que vous voyez là, et ça vous amènera directement sur une petite enquête d'opinion. Alors, c'est une question. C'est très court. C'est une question. Ça prend 1 minute,05 chrono. Okay, et vous avez aussi le lien. Alors, je vais demander aux collègues de l'ISS de copier le lien dans
dans le chat box. Je ne sais pas si Lorenzo, Michael ou Karen peut copier ce lien et le mettre dans le chat box. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le petit sondage très rapide. Merci de nous donner votre feedback. Ça nous permet aussi, nous, d'améliorer ce qu'on propose, ce qu'on essaie à chaque fois de faire avec ces webinaires. Voilà, je pense que ça se termine maintenant pour la partie PowerPoint et je vous propose qu'on ouvre les micros et qu'on puisse échanger avec vous sur les questions spécifiques que vous pourriez avoir par rapport à ces termes de référence. Alors, on y va. N'hésitez pas à demander la parole. Ouvrir votre micro. Je pense qu'on n'est pas très nombreux. Hein, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez aussi directement ouvrir votre micro si vous avez des questions. Est-ce que... Oui. Ouais, je vais ouvrir les deux. Non, merci beaucoup, c'était très intéressant. Assez rapide, mais intéressant, puisque comme je l'ai expliqué, je suis en plein dans la rédaction. Je vais vous poser une question, je sais à quel point il faut impliquer dans la préparation des CDR le partenaire de mise en œuvre. Parce que dans notre cas spécifique, on fait une évaluation mi-parcours un peu avancée. On n'est pas encore à mi-parcours, mais comme la situation a beaucoup changé entre le moment où les CDR initiaux ont été publiés et la situation politique qui se détériore. Je voulais savoir si c'était une bonne pratique d'impliquer le partenaire de mise en œuvre, parce que l'idée, c'est de voir en fait, l'intervention reste pertinente par rapport au contexte, ou bien c'est au contraire, le partenaire doit rester extérieur pour ne pas influencer, notamment, par exemple, je pense à l'élaboration des questions d'évaluation. Voilà, c'est une des questions que j'avais. Excellente question, Antoine. Alors, la réponse, ça va être « ça dépend ». Ça dépend de quoi? Première chose, ça dépend de la nature du partenaire, de son statut. Si on parle d'un partenaire de mise en œuvre qui est, par exemple, une compagnie privée pour un programme d'assistance technique, non. Dans ce cas-là, non. On ne les met pas dans la rédaction des termes de référence, on ne les met pas dans le pilotage de l'évaluation. Okay, pourquoi? Parce qu'on va vraiment avoir un problème de juger partie, là. Et donc, il faut garder une certaine indépendance de l'exercice. C'est très différent quand votre partenaire de mise en œuvre est une ONG ou quand c'est une institution du gouvernement partenaire, du pays partenaire. Alors, ça ne doit pas forcément être le gouvernement, hein, parce que là, effectivement, selon le contexte politique, parfois, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autorités en place qui vont être les bons interlocuteurs, mais ça va être une autre forme de représentation de l'intérêt du pays ou du point de vue de priorité de développement du pays. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez, et c'est même recommandé, de les impliquer dans la rédaction des termes de référence. Pour les ONG, ça dépend un petit peu. Parfois, en fait, avec eux, il vaut mieux leur demander, par exemple, plutôt d'avoir une séance de brainstorming avec vous, ou juste de vous envoyer une liste de questions d'évaluation qui leur semblerait intéressante ou pertinente. Ça permettra aussi qu'ils se sentent un peu plus propriétaires de l'exercice, hein, et qu'ils le voient venir avec moins d'angoisse, parce que c'est souvent un peu stressant pour surtout pour les ONG, hein, ça les stresse beaucoup, ils ont l'impression d'avoir des tas d'auditeurs sur le dos avec les évaluateurs, alors que l'évaluation est un exercice beaucoup plus, bien sûr, de redevabilité, mais aussi beaucoup d'apprentissage. Donc, il faut souvent un peu baisser la pression de ce côté-là. Du côté des partenaires, on va dire, pays de type institutionnel, quand on est sur une institution de type agence technique, ministère technique, vous pouvez vraiment les avoir avec vous. Quand on est sur un profil plutôt politique, il faut faire attention au contexte. Et là, vous pouvez vous retrancher derrière l'excuse, entre guillemets, c'est pas l'excuse, mais la raison qui est la Commission européenne impose une indépendance à l'exercice évaluatif et donc c'est nous qui gardons la main. Voilà, donc ça, vous
pouvez vous choisir en fonction du contexte. Il n'y a personne d'autre que vous en délégation qui a le meilleur sens de la sensibilité du contexte politique dans lequel vous mettez en place cette évaluation. Donc, il ne faut pas hésiter là. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, on peut aussi, nous, ce qu'on conseille beaucoup à l'ISS, c'est de faire une séance de brainstorming avant de commencer la rédaction des termes de référence, et en tout cas avant de les finaliser, où on réfléchit avec vous sur le contexte dans lequel l'évaluation intervient, les objectifs, les acteurs et les questions. Et comme ça, quand on va vous allez vous retrouver à rédiger, vous rédigerez quelque chose qui est déjà, sur lequel vous avez déjà eu un peu un feedback méthodo. Ça peut pas mal vous aider, hein. En tout cas, avoir l'intérêt d'avoir des partenaires de mise en œuvre, encore une fois, pas le secteur privé marchand qui va être jugé sur la livraison de services, mais plutôt sur les formats subventions, hein. L'intérêt de les avoir dans la rédaction des termes de référence, même si ce n'est pas forcément dans le comité de pilotage, hein, ou dans le groupe de référence, mais quand ils sont impliqués dans le brainstorming sur les termes de référence, ou en tout cas qu'ils peuvent relire une version, donner un avis, c'est que quand l'évaluation va commencer, ils vont se sentir déjà ça va être moins angoissant pour eux, ils vont se sentir un peu plus propriétaires du processus, et donc, en étant plus propriétaires de l'origine du processus, ils vont sans doute être un peu plus propriétaires du résultat du processus. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire, voilà, à la fin, les conclusions, on va utiliser les recommandations dans ce sens-ci, dans ce sens-là. Si vous les avez dépossédés d'influencer les termes de référence au début, à la fin du processus, ils peuvent vous dire, non, mais cette évaluation, elle a été faite sans nous consulter. Nous, on vous aurait orienté plutôt vers ci, plutôt vers ça. On refuse tout ce qui en sort. Voilà. Donc, ça fait partie d'un des intérêts de pouvoir utiliser, les mettre un peu dans la dynamique. Mais encore une fois, ça dépend du contexte politique particulier dans lequel se place l'évaluation. OK? Béatrice avait une question. Oui, oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Merci beaucoup pour les informations. J'ai trouvé très utiles en tout cas. Vous avez mentionné un Canva spécial pour l'appui budgétaire que j'ai pas vu en fait. Hein, je reconnais, je connais pas. Mais ma question c'est est-ce que si on veut évaluer un programme qui intègre un appui budgétaire, mais aussi de l'aide complémentaire à travers assistance technique, même des subventions, et qu'on veut faire une évaluation de tout le programme, est-ce qu'on vous recommandez d'utiliser plutôt le Canva appui budgétaire ou plutôt le standard, disons? Qu'est-ce que vous recommandez? Karen, tu veux répondre à cette question-là? Éventuellement, comme tu as travaillé avec Lorenzo sur le... Oui, bien sûr. OK, merci. Oui, pour l'appui budgétaire, il faut utiliser le terme de référence spécifique qu'on a fait pour l'appui budgétaire. Mais si vous parlez c'est seulement l'assistance technique que vous voulez évaluer ou aussi l'appui budgétaire lui-même? En fait, ce serait les deux. OK, donc vaut mieux. Donc, si c'est ensemble, c'est mieux utiliser les termes de référence pour l'appui budgétaire. Donc, oui. D'accord. Et c'est dans la même location intranet. Donc, vous allez les trouver là. Ils sont tous ensemble. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et sachez il y a une cohérence à ce qu'on vient de voir pour le Canva sur les évaluations d'intervention. Non appui budgétaire. En fait, la différence va être un petit peu sur la façon de décrire les logiques d'intervention et certaines phases de travail, mais dans l'ensemble, la logique des termes de référence qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui, elle reste un peu la même pour les canevas de l'appui budgétaire. Il y a des spécificités, mais la philosophie, dans le fond, est la même. Hein? Voilà. D'accord, parfait, merci. Tout à fait, oui. Et encore une fois, pour l'appui budgétaire, hein, c'est souvent un petit peu plus complexe, donc n'hésitez pas à nous contacter. On peut mettre quelqu'un de l'équipe pour vous accompagner aussi là-dessus. OK? Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore une autre question? On
Donc, Béatrice, c'est fait. Antoine, c'est fait. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait encore une question? Vous veut partager un cas d'une évaluation sur laquelle vous êtes en train de vous pencher? Ça va? Alors, je ne vois plus de questions, plus de mains qui se lèvent. OK. Bon, eh bien, écoutez, on va considérer donc que on a répondu à toutes vos interrogations. Hein? N'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous. Donc, pour les collègues de l'ANIR et ceux de FPI, il y a des services équivalents à l'ISS. Pour les collègues INSPA, eh bien, on est là pour vous. Vous avez fait connaissance avec Karen. Je pense qu'on a... Lorenzo est là aussi. Là, on avait Michael qui était là en début de séance. On a Anouar, Our et moi-même. Donc voilà, on est une équipe et on a en plus des collaborateurs additionnels pour des sujets qui seraient très spécifiques et pour lesquels vous auriez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, encore une fois, on a vu que la qualité des résultats, le côté utile des évaluations, vient beaucoup des premières phases de travail. Avant toute chose, les termes de référence. Si vous n'avez pas des termes de référence de bonne qualité, le produit final sera mauvais aussi. Pourquoi? Parce que les évaluateurs vont aller étudier un petit peu les choses dans le vague. Et donc, ils vont aller vers où ils ont l'impression que c'est bien d'aller. Okay, donc, il faut vraiment faire attention à ce que le besoin exprimé soit clair dans les termes de référence pour avoir un produit clair dans ce que vont faire les évaluateurs. Et donc, pour ça, avant de vous lancer dans la rédaction, venez rentrer en contact avec nous. On fait un brainstorming d'1 heure, 1 heure et demie. On vous donne des petites notes à la fin, un petit canevas à utiliser en fonction avec vos points spécifiques, où vous les rajoutez dans quel chapitre de vos termes de référence, et vous verrez que ça vous aidera beaucoup à rédiger. Les collègues qui font ça, qui ont une séance de brainstorming avant de se lancer dans la rédaction des termes de référence, ont en général besoin d'un seul round de commentaires pour avoir une très bonne qualité de termes de référence. Pour les autres, par expérience, avant d'avoir une qualité satisfaisante, il faut souvent 2 ou 3 rounds de commentaires. On ne travaille que par l'écrit. Okay, donc là, le fait d'avoir un brainstorming au début, ça vous accélère vraiment le travail. Ça vous permet d'avoir les choses plus légères dans la conception des termes de référence. Et après, pareil, dès que vous avez reçu la validation de la signature du contrat avec le contractant, cadre qui va mettre en place l'évaluation, vous pouvez nous contacter parce qu'on pourra alors regarder les offres. On ne peut pas regarder les offres dans la phase de contractualisation. Okay, ça, on a une obligation d'indépendance à l'ISS. Mais une fois que vous avez signé et attribué le contrat, si vous nous envoyez l'offre technique, on va pouvoir vous faire une analyse et vous donner les quelques points d'attention que vous pouvez mettre sur la table dans la réunion de lancement. Okay, et on a vu que quand on fait ça, on permet d'avoir vraiment une correction de la qualité bien meilleure sur tout le reste du processus. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous très tôt. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et on sait que vous êtes assez débordés avec vos portefeuilles de travail. Voilà, merci encore. Est-ce que Lorenzo, Karen, vous pourriez remettre le lien vers le SurveyMonkey? Ah ben, je l'ai ici, je le mets moi. Lorenzo l'avait mis déjà, je pense. Voilà, mais on va le remettre encore une fois. Merci de votre retour. Ça nous servira à améliorer encore ces webinaires. Bonne continuation à tous et au plaisir de faire votre connaissance de façon plus approfondie autour de vos évaluations quand vous nous contacterez. Voilà. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.